Bienvenue à votre émission de décryptage de l'actualité culturelle Culture Express. Pour ce numéro de cette semaine, on reçoit l'écrivain Louis César Bancé. Avec nous, il sera là pour parler donc de ses œuvres. Louis César Bancé, bonjour. Bonjour, Marie. Voilà, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. Hein. Il faut dire que tu es auteur de 6 livres. En dehors de ça, tu es journaliste, chroniqueur littéraire. Oui, voilà. Donc, et puis on t'appelle également le roi de l'imagination. On aura l'occasion d'en parler. Aussi avec nous, les Séparables, composés de Moussa Petit Sergent, Pat David et Amidou Ledou. Ceux qui sont avec nous sur le plateau, on les connaît. Oui. Bon, Moussa Petit Sergent. Mais malheureusement, la seule chose qui me dérange, c'est les diffusions qu'il y a dans l'écran, alors que ce n'est pas les diffusions. Oui, c'est en direct. Ça me perturbe. Non, on va gérer ça. Effacer ça. On va gérer ça. Oh, t'as compris. Moussa Petit Sergent. Oui. Voilà, grand pianiste. Ouais. Voilà, on va parler des Séparables. Ouais. Bon, on aurait aimé que ce soit inséparable, mais c'est séparable. Pourquoi? On va chercher à comprendre. Voilà. Et Mouni Yerbanga aussi est avec nous. Bonjour Mouni Yerbanga. Bonjour Marie, c'est un plaisir d'être là pour parler culture chaque samedi. Voilà. Et en deuxième partie de l'émission, on va parler de la carte professionnelle d'artiste. Voilà, avec tous les avantages et tout. Pour cela, nous allons recevoir M. Thierry Milogo. Je ne sais pas pourquoi tu ris, le président de la Commission nationale des arts. Voilà. Donc, juste après ce qui suit, on reçoit nos premiers invités. Voilà, nos premiers invités, donc c'est Moussa Petit Sergent, Amidou Ledou, ensemble, ce sont les Séparables. C'est venu comment? Pourquoi les Séparables? Pour dire qu'après chacun va se chercher? Voilà, pour dire quelque part que chacun va se chercher, mais il y a aussi une philosophie qui se cache derrière la dénomination, même derrière les Séparables, parce que nous on part du principe que la vie elle est faite de rencontres et de séparation. Donc la nature a fait que nous nous sommes rencontrés sur un projet sur lequel nous nous sentons à l'aise. Donc et moi j'ai ma carrière, lui il a sa carrière, mais nous avons ce groupe-là comme étant un exutoire pour se rencontrer, et c'est sûr qu'un jour, bon, on va se séparer, c'est sûr. Mais ça fait 3 ans que ça dure, hein? 3 mois. 3 mois, excuse-moi. 3 mois. Ouais, c'est vrai. 3 mois que ça dure. Et, honnêtement, est-ce que tu ne penses pas que tu es en train de troubler tes fans? Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que finalement tu as le temps même pour l'écriture au niveau de l'humour? Déjà chaque semaine j'ai 7 minutes sur une télévision de la place pour faire de l'humour, pour écrire une chronique sur l'actualité, donc ça me maintient. Et aussi je passe pas un mois sans aller à l'étranger pour un spectacle. Récemment tu étais au Togo? Voilà, récemment j'étais au Togo et tout, donc je pense pas que ça perturbe ceux qui me suivent, parce qu'ils savent que j'ai pas du tout arrêté et que je continue avec un programme très clair. Et aussi la musique, moi j'ai toujours aimé la musique, et ceux qui ont vu mes spectacles, ils ont vu qu'il n'y a pas un seul de mes spectacles où la musique n'est pas partie prenante. Donc j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup la musique dans mon humour. Alors quand je chantais seul, je me disais bon, peut-être que je peux perturber des gens quand je sors des trucs seul. Donc du coup quand Ami de moi on s'est rencontrés, je me suis dit bon voilà, là c'est vraiment la solution, là on sait faire la part des choses. Moussa Petit Sergent, il reste Moussa Petit Sergent, mais il a une autre casquette, là voilà. Mais c'est pas là. mais, honnêtement, j'ai fait une remarque, on a du mal à prendre au sérieux un humoriste qui chante. Il peut être dans tout son sérieux. Voilà, on voit toujours de l'humour derrière. Mais moi je pense qu'à partir du moment où on va commencer à me prendre au sérieux, j'aurais raté quelque chose quelque part. Même dans la musique? Même dans la musique, parce que moi dans la musique, comme je viens de te le dire, moi je suis dans la musique, sincèrement c'est pour m'amuser, c'est pour m'éclater. C'est vraiment pour... Et pour les droits d'auteur aussi. Ça c'est important. On va en venir. Ça c'est important. Moi sincèrement l'idée c'est vraiment de m'amuser et de déstresser, mais aussi de passer par le rire pour toucher des sujets de société, pour interpeller, voilà et tout. Donc, et dans les Séparables, c'est vraiment ça notre ligne. Si tu prends toutes nos chansons, tu vas voir qu'il n'y a pas une chanson qu'on fait juste pour chanter. Il y a toujours quelque chose derrière qui habille le message et tout. Et moi, je m'identifie vraiment à ça. Et moi, je suis content de bosser avec Amidou et David sur ce projet-là, parce qu'on a exactement la même vision.
Et justement, toi, tu as dit que ça te perturbe parce que quand on écoute les différents titres proposés par les séparables, on sent qu'il y a beaucoup d'humour à l'intérieur. Mais la question, c'est à Amidou, c'est de savoir si lui, ça ne lui pose pas problème parce que lui n'est pas connu en tant qu'humoriste. Et produire, enfin, être dans un projet de musique où la plus belle part est réservée donc à l'humour, est-ce que ça ne pose pas problème? Est-ce que quand tu te mets au sérieux pour faire de la musique, en fait, ce que tu fais d'habitude, est-ce que ça... Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je n'ai jamais été au sérieux. Dans les coulisses, même sur scène, quand je joue, même sur scène, quand je joue, je suis toujours moi, je fais des grimaces, je suis quoi, après, moi j'ai toujours été comme ça, comme dans les séparables. Tu vois comment. Et puis, il faut dire que les séparables, c'est la causerie, tu vois, il y a chanson, tu vois, entre Moussa et moi. Tu vois, c'est qu'on est dehors, on s'assoit après le concert, après son truc, c'est qu'on parle là. C'est ce qui est dans les séparables. Tu vois, il n'y a rien de spécial. Qui est chargé des compositions? Non, il n'y a pas. Naturellement, ça doit être toi, parce que des compositions musicales. Non, il refuse de jouer. Ouais, je refuse de jouer parce que moi, je suis professionnel dans des. Tu vois, je vais l'amener, je vais essayer de réfléchir. La rigueur. Ouais, la rigueur. Mais hors dans les séparables, c'est pas ce qu'on recherche. Tu vois. Les séparables, on ne veut pas un truc d'aller... Voilà, David, il est chargé de faire des trucs, des compositions. Un bon musicien. Toi, tu avais l'habitude d'être derrière. C'est-à-dire au niveau du piano. Même si tu es un pianiste, tu aimes beaucoup s'amuser également. On va dire à la limite même un grip star. À l'occasion du conseil de... Qu'est-ce que ça te fait d'être au niveau de la lumière, d'être sous le feu des projecteurs? Ouais, bon... Pas simple parce que ce que tu pouvais faire en cachette, tu ne peux plus le faire parce que tout le monde dit ouais, c'est pas grave. Quand moi j'entends Amidou, je sais que ça c'est pour les séparables. Mais j'attends le doux, c'est avant, vous avez au total, en 3 mois, vous avez fait 10 vidéos. Ouais, 10 vidéos. Ouais. 10 vidéos. C'est de l'autoproduction qui finance? On va dire que c'est le groupe qui s'autoproduit. Donc, mais la plus grosse part, c'est David qui l'a fait parce que c'est lui qui compose, c'est lui qui arrange et tout. Et c'est lui aussi qui fait les clips. Voilà, donc on va dire que les séparables, en réalité, on est 3. Et donc c'est le groupe même en question qui s'autoproduit sur les projets des séparables. Voilà, et donc c'est le groupe qui s'autoproduit donc sur les projets des séparables. Donc, qu'est-ce que je voulais dire exactement? Qu'est-ce que vous recherchez même, au juste, les séparables? Bon, on va dire que les séparables, déjà, c'est pas un groupe à but lucratif. C'est comme je l'ai dit, c'est la vérité. Voilà, il va lire. C'est le plus important. Et David va nous aider pour le clip. Voilà, oui, il va coordonner ça. C'est déjà fait même. Okay. C'est déjà fait. Donc, on va gérer l'émission vraiment en mode séparé. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va apparaître. Voilà, effectivement. Mais il faut dire que c'est pas un groupe à but lucratif, comme je l'ai dit. On s'est rencontrés sur ce projet, on a la même vision et on a décidé vraiment de s'amuser. Donc, c'est vrai qu'on a fait des sorties sur scène souvent, mais c'est des sorties millimétrées. Par exemple, on a fait 3 sorties, je pense. Premièrement, c'est le grand frère Smoke qui nous a invités à partager la scène avec lui. Et donc, nous l'avons accompagné. Deuxièmement, c'est Hamzi qui nous a invités à coup de goût avec lui. On l'a accompagné et après, on a fait un petit freestyle sur une télévision de la place. Vous avez des cachets? Hein, non, pas du tout. C'est gratuit? Moi, je peux vous inviter? Non, ça dépend. Si nous, on épouse la philosophie de ton événement ou de ta manifestation, et si on a le temps, si ça nous branche, on vient, on le fait. Honnêtement, c'est vraiment pas un truc. Il y a véritablement un concert en vue, par exemple, au Sénazar. Oui, non, pas le Sénazar. Pas Sénazar, pas Maison du Peuple. Ça, on va pas dévoiler ça ici. C'est au stade? On va pas vous dévoiler ça ici. Non. Un jour, on va informer le public que le concert a été fait hier. À mort, c'est pas là. Voilà. Et puis, l'actualité récente aussi de Moussa, ça a été au Togo, hein? Où tu as été invité pour former des... pour former des humoristes togolais et donner un spectacle qui malheureusement n'a pas eu lieu. Et il y a ton festival qui vient? Oui, le festival c'est en octobre, c'est du 1er au 3 octobre, donc on est déjà lancé. Pour tout ce qui est des humoristes africains, ça c'est déjà booké. Maintenant moi je monte à Paris demain pour essayer de booker les humoristes qui vont venir d'Europe. Donc cette année on aura la Suisse, la France et la Belgique. Voilà, donc mais pour ce qui est des humoristes
africain, c'est déjà calé. Il y a 7 pays qui arrivent et on a déjà... Oui. Mais pour revenir avec les séparables, on sait que parmi la dizaine de productions que vous avez faites, il y a des parodies dedans, dont une portant sur le titre de Jérusalem et le tout dernier portant sur l'un des titres phares de l'album Souk de Alif Naba. Particulièrement pour ce titre, j'ai vu que pour la diffusion justement de ce titre-là, c'est vrai qu'il y a de l'humour, mais on a demandé plus ou moins s'excuser auprès de Alif Naba. Est-ce que vous n'appréhendez pas quelquefois la réaction des auteurs des titres dont vous faites la parodie quelquefois, même si ça contribue, même si ça contribue à la promotion justement de l'album. Voilà. Bon. Pour le titre Poco, c'est ça, dont on l'a appelé Poto. Au calme. On va rassurer tout le monde. Alif Naba, il est au courant, il adhère, c'est pas un problème, tu vois. Et nous, c'est un kiff pour nous. On a aimé la chanson. Voilà. Et après, on dit, voilà, pour que les gens puissent aussi, pour apporter notre soutien aussi au grand frère Alif Naba, on essaie de faire un autre truc bizarre, à la sauce séparable. Ça a donné Poto. Et bon, Alif Naba, il a aimé et beaucoup ont aimé. À cause de ça, beaucoup sont allés regarder le clip aussi. Poco. Est-ce que derrière ça, vous ne visez pas, par exemple, une invitation à l'occasion d'un des concerts d'Alif Naba pour une première partie? On n'a pas besoin de ça. Alif Naba, on se voit. Quand on a sorti Poco, il y a 2 artistes, musiciens connus, qui nous ont contactés pour nous demander de parodier leur morceau. Voilà. Mais on ne va pas le faire. Mais voilà, vous le faites au kiff. Voilà, c'est le kiff. Les premiers droits d'auteur sont tombés. On n'a jamais déclaré un seul morceau, même de Separa. Pourquoi? C'est pour ça que nous on t'a dit, c'est pas à but lucratif. C'est vraiment pour le kiff, pour le morceau. Peut-être que demain ça va changer. Mais ici, il est arrivé qu'une chanson soit un véritable succès. Ça, c'est même déjà des succès. Oui, mais où vous êtes vraiment sollicité pour des spectacles et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, un spectacle, même si nous on n'épouse pas l'esprit même de l'événement, on ne joue pas là-bas. Oui, mais personnellement, toi, en tant que humoriste, tu t'es déclaré aussi au BBD en tant que chanteur. Je suis déclaré aussi en tant que chanteur. Mais mes projets perso, je les déclare au BBDA. Mais les projets qu'on fait avec les séparables, pour le moment, on n'en est pas là. Donc vous ne voulez rien gagner? Non, pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse. En tant que chanteur, c'est bon? Ah oui, je gagne plus de droits même qu'en tant qu'humoriste au BBDA. Combien par exemple? Non, je ne peux pas dire. C'est salaire. Merci. On va suivre une vidéo, un extrait des Séparables en vidéo. Je ne l'aime pas. Non, moi je ne suis pas d'accord. Il y a tout le monde qui ça. Oui, on a tout le Poto, no one named when Poto, with my attempt to me Poto, no one named when Poto, with my attempt to me Poto. There's some very mamtaba fan to the way fan, up in the time I can't no loti.
La mam sa wa ton fa, binne yen kawati. Ye mam to da bwese, a jiti wa qualité, poto. No enemle we poto. With my ate tourne poto. No enemle we poto. With my ate tourne poto. Moussa, ah oui, nous entendons le bœuf qui donne comme papier, il faut nous. Ah ouais. Le bœuf là, il faut même en border là. Bœuf ni mourir. Naro, tu vas dire tout naro. Mbappé. Retourne là-bas, ya wena loka ordre. Allez, ça c'est Poto. Et c'est avec Pat David, le troisième élément des Séparats. Pat David qui est aussi membre du groupe Negroid. C'est toi qui fais les clips, hein? Oui, c'est moi qui fais les sons et les clips des Séparables. On m'a dit que c'est avec un téléphone portable. Les clips, oui, c'est réalisé par un téléphone. Et au niveau de la compo, c'est dans quel studio? Ça se passe comment? C'est dans mon studio. On se retrouve à la maison, on s'enferme, on s'emmerde et puis on sort des... Je ne vais pas dire des conneries, mais... Pourquoi on va décider d'être dans cette aventure? Oh, c'est des folies. C'est pour cela que nous sommes des artistes parce que nous sommes un peu fous, tu vois. On se retrouve, on pense d'abord à nous avant de penser au public. C'est ça. Parce que quand on compose, c'est de vivre l'ambiance qui est dans le studio. Tu as l'impression que tu vas plus faire autre chose que ça en fait. Et quand on sort le son même, on est encore pressé de repartir au studio parce que l'ambiance qu'on vit dans le studio, c'est extraordinaire. Je pense qu'on va faire un truc même du studio un jour pour projeter. Là, les gens vont comprendre pourquoi les Séparables existent. Et il faut rappeler aussi que nous sommes avec lui, César Bansé. Il est écrivain, auteur de 6 livres. Il a été surnommé le roi de l'imagination par les internautes. Tout commence donc en 2016 par l'écriture des récits sur les réseaux sociaux. Plus tard, il mettra en forme ses œuvres, ses écrits en œuvres. Aujourd'hui, il est journaliste. Et au journal satirique Biche, c'est ça, et à Opéra News. Bonjour. Bonjour Marie. C'est un plaisir pour nous de te recevoir, hein, pour parler un peu de ton univers, très actif sur les réseaux sociaux. Pas autant que petit Moussa Sergent. Moi j'ai lu sa note sur le Matata là. Non, pas le Matata, Taxi Blues. Ah, ok. Ma foi. Dans le couloir, il y a des choses qui m'intéressent. C'est un look d'écrivain qui casse les codes, hein, Android. Ouais, j'ai toujours dit que j'ai commencé par la musique. Donc j'ai voulu être chanteur. Tu es jeune, tu veux devenir Alpha Blondy. Et tu vois que les années passent. La vie est une équation perpétuelle à résoudre. Et tu n'arrives pas à réaliser ton rêve de devenir Alpha Blondy. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu changes de voix. C'est ce que j'ai fait. J'ai changé de voix et aujourd'hui l'écriture me sourit. Mais la carrière musicale que j'ai pas pu réaliser est encore dans mes veines, donc ça reste dans le look. Donc tu pourrais peut-être un jour proposer tes services aux Séparables. Oui, parce qu'il est décalé aussi. Voilà. Donc 6 œuvres, hein, on peut les citer. Mes petites histoires drôles. On en a 2 ici. Hein. Oui, le cahier de souvenirs, Au royaume de l'humour, Amour mathématique, et puis Ozoa, la plus jolie fille du village, et Qui a mis l'eau dans Coco, le dernier. On va peut-être évacuer une question très vite avant de parler spécifiquement de différentes œuvres. On sait que l'actualité, c'est aussi les bisbis que vous avez avec votre frère, que beaucoup connaissent en tant que footballeur, Aristide Bansé, voilà, et qui a malheureusement défrayé la chronique, qui a donné un peu ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a un peu écorné l'image des deux frères en question, aussi bien l'artiste que vous êtes et le footballeur que votre frère est? Je pense qu'on doit retenir le meilleur de chacun. Voici quelqu'un qui part de Williamsville, de rien, et qui arrive à réaliser son rêve de devenir un international. Donc moi je dis chapeau à mon grand frère pour la réalisation de son rêve. C'est ce qu'on va retenir d'essentiel. Et moi aussi qui ai fait mon bonhomme de chemin, même si je ne suis pas encore arrivé au pied des Moussa Sergent qui fait Abidjan, qui fait Paris-Ouaga, comme je suis en train de suivre mon itinéraire aussi. Voilà, donc ce sont on peut dire des petits couacs qui peuvent arriver dans une famille, comme dans tout autre. Et
Mon frère, il y a que c'est une célébrité. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on doit retenir de lui, c'est le meilleur qu'il a donné au football africain, au football burkinabé. Voilà, donc son petit frère qui est devant vos caméras ne peut plus qu'être fier de lui. Voilà. C'est vrai que ça a été dommage quand même que ce soit parti sur la place publique, notamment sur les réseaux sociaux. C'est allé dans tous les sens. Bon, c'est dommage. Retenons la bonne partie, c'est-à-dire la réconciliation. Voilà, et puis aujourd'hui, on est au COI. Hein. Voilà, celui qui va parler mal de mon grand frère, il me trouve sur son chemin. Sans oublier que plus ou moins la vie du frère transparaît dans une de vos productions en filigrane, même si ce n'est pas textuellement. La vie de mon frère, comment un des bouquins que vous avez publié, justement, qui parlait d'un footballeur. Non, le cahier de souvenirs. Oui. Vous avez lu ça? Voilà. C'est complètement une fiction. Oui, mais bon. Même si ça a des acquaintances avec un peu Aristide. À faire un lien avec oui, c'est vrai, mais je ne me suis pas inspiré de lui du tout. Hein. Peut-être que c'est une coïncidence. Le cahier de souvenirs, c'est juste un conseil que je vais donner aux gens pour dire que dans la vie, il faut négliger personne. Vous savez, on peut être dernier de la classe et employé 10 ans, 15 ans plus tard après l'école, le premier. Voilà. Qu'est-ce que les réseaux sociaux t'ont apporté? Les réseaux sociaux m'ont ouvert les portes de la vie en société. Voilà, parce que quand je cherchais à résoudre les équations de la vie, moi je faisais le commerce. Et en 2016, je tâtonne sur les réseaux sociaux, je fais un peu d'humour, des récits que je publie. Voilà, donc ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne vis que de ça. J'écris sur les réseaux sociaux et ça me nourrit. Comment? À travers les contrats que je gagne par-ci, par-là, voilà. Et voilà, je suis biographe aussi. Mais il faut dire qu'avec nous, les auteurs, bon, je ne connais pas trop d'écrivains qui font ce que je fais sur les réseaux sociaux. Parce que moi, toujours, il faut proposer de nouveaux textes. Voilà, donc c'est un milieu un peu difficile. Voilà, mais quand même, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Par contre, le milieu de Moussa Sergent, les vidéomans, les vidéastes, c'est un milieu où tout est acquis. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir lire ou écrire pour rire de l'humour de Moussa Sergent. Il suffit seulement de prendre son téléphone, il fait une petite blague là, paf, et puis bon voilà. Donc le milieu est plus facile chez eux par rapport à nous. Vous êtes dans l'imagination, dans la fiction, il y a des approches. J'ai un talent aussi, mais je sais que j'ai un talent. Est-ce qu'il y a des approches avec les réalisateurs? Je vais te montrer. Il y a des réalisateurs qui m'ont approché, notamment le réalisateur de Fali Poupa, il s'appelle Max Ngassa. Nous avons des projets ensemble, et puis bon voilà. Peut-être, je vais prendre tes livres, on va faire temps. Ils sont distribués au Burkina. Sinon, il y a un patron de librairie qui est avec nous. Il sera notre deuxième invité, M. Thierry Milogo. Est-ce que c'est distribué au Burkina? Tu m'as dit que tu as fait 5000 exemplaires. Hein? Oui, en un an. 5000 exemplaires vendus en un an au temps du coronavirus. C'est-à-dire les gens sont confinés à la maison et quand ils vont... C'est mon éditeur qui a fait le bilan des ventes. Voilà. Donc on n'a jamais autant vendu de livres de LCB qu'en temps de coronavirus. Dans le confinement, ils ont besoin de divertissement, d'humour scriptural. Donc ils vont dans les librairies, ils s'acquièrent ça et puis bon, c'est un festival dans leur salon, dans leur chambre. Pour l'avoir. C'est distribué par la Librairie de France, mais je n'ai pas vraiment d'informations si la Librairie de France est implantée au Burkina ici. Et vous me présentez justement quelqu'un, peut-être que ça serait à la fin de l'émission, voilà, vous pourrez échanger ensemble. Oui. Non, c'est juste pour poursuivre avec la même question, la question de distribution. On sait que vous êtes très adulé sur les réseaux sociaux, notamment en Côte d'Ivoire, mais pour le Burkina Faso, même ceux qui vous connaissent à travers les réseaux sociaux ont peut-être des difficultés à voir vos différentes productions. Quelles sont justement les perspectives? C'est vrai qu'on aura l'occasion d'avoir une présentation, mais vous-même, avant que cette possibilité ne se présente, est-ce que vous aviez des perspectives par rapport à la diffusion, la disponibilisation de vos œuvres sur le plan national? Le Burkina, je veux dire. Bon, nous, on ne fait que créer. On ne fait que créer et tout ce qu'on souhaite, c'est que nos œuvres soient à la portée de tous. Et lorsque nous créons, lorsque nous montrons ce que nous avons fait, par exemple, sur la toile, je pense que c'est aux gens de nous approcher. Voilà, moi je ne vais pas écrire et puis encore me battre, chercher encore des points de vente ou tout. C'est aux gens de venir dire, bon voilà, tu écris ça, je pense qu'on peut faire un tel business avec ça, mettre ça ici, voilà. Votre prochaine œuvre en gestation? Mais en sortant d'ici, j'écris en même temps une nouvelle. Non, donc la nouvelle, c'est aussi une œuvre quelque part. Parce que moi, mon champ de prédilection, c'est plus tellement le livre papier. Moi, je suis l'écrivain des réseaux sociaux. Les livres papier, j'ai plus tellement le temps pour ça. Voilà. Donc, et tu en fais combien en moyenne par jour?
Je peux écrire, on peut dire deux nouvelles par jour comme ça. Et on rentabilise avec les contrats publicitaires, c'est ça? Non, ça c'est à part. Ce que j'écris sur les réseaux sociaux, c'est comme Taxi Brousse, c'est juste pour divertir les lecteurs. Maintenant, les contrats publicitaires, ça, je fais des imaginations pour entrer dans l'univers du produit qu'on me propose. Et ça c'est publié sur les pages de ces entreprises-là. Voilà. Et puis on a vu des témoignages sur les réseaux sociaux, des lecteurs qui ont été très contents de te rencontrer, et voilà, qui t'ont fait des cadeaux. Moi, je ne savais pas qu'il était autant connu au Burkina. Je circule un peu. Les gars, on dit, attends, LCB, il faut garer la selfie ici. Je suis en train de devenir star comme mon grand frère. Super. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de te recevoir. Les séparables, David, tu es quand même avec les Négroïdes. Il y a des projets en vue? Oui, avec Negroïd, c'est, comment je vais dire, c'est toujours un projet et toujours un plaisir de jouer. J'espère qu'il comprend l'autre. L'autre, Bacité. Si. En fait, si tu veux, Negroïd, c'est un groupe d'artistes. Nous ne sommes pas des businessmen, nous sommes des artistes. Nous sommes surtout. Vous n'êtes pas des businessmen? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. En quoi est-ce que c'est antinomique? Faire du business et là. Oui, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Donc, on est toujours en train de travailler. Lui, il est sur des projets, je suis sur des projets. On se retrouve, on prépare le prochain album qui va sortir très, très bientôt. Et voilà. Moussa, je sais qu'il y a aussi un projet dans ton festival qui consiste à amener certains humoristes dans un cadre de one-man show là. C'est à quel niveau? Ah non. Donc peut-être tu confonds avec, peut-être Gérard aussi a un projet avec les humoristes et tout. Non, c'est pas ça. Le festival, lorsque... Oui, c'est vrai. Et, bon, en fait, il faut dire que j'ai dit que les dates, c'est le 1er, 2, 3. Mais il faut dire que tout le mois de septembre, je fais venir 2 humoristes togolais et un haïtien, si tout va bien, il sera là. Et tout le mois de septembre, ils vont animer des formations, des masterclass pour les humoristes au Burkina Faso. Voilà. Et la finalité, c'est qu'à la fin de l'année, on aura 2 ou 3 humoristes burkinabés qui viendront avec moi en Suisse pour une série d'activités, une série d'événements. Donc on va commencer à préparer ça à partir de septembre. Comment se porte le car? Le car a eu des chaises. Pendant 3 ans, on louait les chaises au car pour jouer. Mais là, cette semaine, on a eu nos propres chaises. Et la semaine prochaine, on aura notre propre lumière. On a notre propre sono depuis. Donc le car se porte à merveille et tout se passe bien. On dirait tout le monde veut devenir humoriste. Hein. Ah, il y en a beaucoup. Il y a des filles même qui sont en formation chez moi, les divas du rire, que j'embrasse au passage. Donc elles sont en formation depuis 4 mois maintenant. Et ça continue. Facebook a rendu le métier. Les gombos sont prêts là-bas? Les filles sont en formation, c'est pas payant, elles sont formées gratuitement, on donne le métier. Mais oui, non, moi en tout cas, moi je vis de l'humour depuis au moins 6-7 ans maintenant. Facebook a rendu ça facile. Bon, il faut dire que beaucoup de gens ont beaucoup plus accès à nos productions et tout à travers Facebook. Voilà. Donc, il faut dire que ça circule beaucoup plus rapidement qu'avant. Voilà. Ça, dans la circulation, en tout cas, ça circule beaucoup plus rapidement. Parce qu'on voit aussi ceux qui étaient carrément sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les vidéastes, comme on les appelle, qui se retrouvent du jour au lendemain à faire la scène. Ouais, bon, mais là, il faut parfois, faire la part des choses, parfois on allait regarder. Voilà. C'est pas fameux. Parce que la scène, c'est un métier. La scène, c'est un métier à part. C'est pas parce qu'on est drôle dans des vidéos qu'on peut tenir 1 heure sur scène. Mais souvent, voilà, parce qu'on te dit sur les réseaux sociaux que tu es drôle, tu fais rire, tu es fort, bon, on se trompe souvent et on convoque les gens au Sénat et on tape un poteau monumental. Mais pourquoi tu ne fais pas les vidéos? Non, c'est pas mon truc. Honnêtement, je peux le faire, je peux le faire, mais dès le début même, j'avais refusé de faire les vidéos. Parce qu'on a vu les humoristes de scène qui vont maintenant vers la vidéo. Non, mais moi, je préfère être concentré. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps. Et si je vais encore utiliser mon énergie pour faire les vidéos et tout, non. Moi, je fais les vidéos quand je les sens. Quand une idée s'impose et que ça me brûle et que tout, là, je la sors. Mais moi, je décide pas de réfléchir pour sortir une vidéo. Jamais. Donc, je peux sortir une vidéo maintenant et attendre 3 mois sortir une autre vidéo parce que c'est pas mon truc. Merci les amis, merci d'être passés. On va passer une vidéo de Prince Zoé Taba et on reçoit notre prochain invité. Hey,
Faso, Burkina Lebgano. Burkina Lebgano. Ajime Mouennerbe Yetubatsu Willigam Fora. Burkina Lebgano. Simon Kopore Dike Seti Marge. Burkina Lebgano. Dr. Yerbanga Yetimanga Kumabana. Burkina Lebgano. Simon Kopore Nerbe Yetikuna Matata. Burkina Lebgano. Aidi Kumwe Yeti Kuna Sheida. Burkina Lebgano. Kuna Matata Kuna Makuna Sheida. Burkina Lebgano. C'est la dernière vidéo de Prince Zuetaba. Juste après CQSUI, nous recevons donc notre prochain invité. Le 2 juillet dernier, au Sénasa, il y a eu la délivrance des premières cartes professionnelles d'artistes. C'est un travail de longue haleine mené par le ministère de la Culture, la Commission nationale des arts et l'Office national d'identification. Cela dans le processus de la matérialisation du statut de l'artiste. On en parle donc on parle de la carte professionnelle d'artiste avec M. Thierry Milogo. Il est le président de la Commission nationale des arts. Bonjour M. Milogo. Bonjour Marius. Bonjour. C'est toujours un plaisir parce qu'on vous avait reçu lorsque on allait dans l'aspect de délivrance donc, de la carte. Ça a été effectif maintenant depuis le 2 juillet dernier. Il a fallu combien d'années pour aboutir donc, à la délivrance de cette carte? D'abord, je voulais te remercier pour en tout cas tout ce que tu fais pour la culture parce que tu es un grand porteur de projets culturels. Merci. Très présent, tu connais le secteur, tu apportes ta contribution. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et le statut de l'artiste date de 1980, à Belgrade, où l'UNESCO a lancé le concept du statut de l'artiste. Au Burkina, en 1998, déjà, nos aînés ont commencé à mettre en place, à travailler pour que le statut de l'artiste puisse être une réalité au Burkina. Il y a beaucoup qui ne sont plus là aujourd'hui, qui aimeraient aussi être présents pour vivre ces moments-là, parce qu'ils sont les premiers acteurs. Je voudrais même dédier aussi les premières délivrances à tous ceux-là. Je pense que je les avais cités la dernière fois. Mais c'est un processus qui a pris du temps parce que en Afrique, on n'avait pas quand même un pays pilote qui a pu conduire jusqu'à ce stade-là. Donc on est presque un pays pilote qui a pu travailler pour aboutir déjà à ça. Ça nous a pris entre 1996 et 2021, ça nous a pris facilement 5 ans pour arriver à finaliser tout ça parce que il fallait d'abord que la commission s'installe, il fallait mettre en place tous les textes, les lire, les réadapter. Il fallait aussi des arrêtés, et ces arrêtés ont été signés. Pour le statut de l'artiste, non, pour la carte professionnelle d'artiste, l'un des arrêtés qui était très important, c'était l'arrêté conjoint entre le ministre de la Culture et celui du Travail. Donc ça veut dire que la délivrance de la carte professionnelle d'artiste, l'arrêté a été co-signé avec le ministre de la Fonction publique qui a pris le soin d'apporter tous les amendements, toutes les corrections qu'il fallait avant de signer. Donc déjà, ce travail a été fait et après on s'est attelé on s'est mis au travail et on a eu un très bon interlocuteur au niveau à l'ONU. Ils nous ont ouvert les portes, le secrétaire général a travaillé avec ses équipes et la direction générale pour qu'on puisse arriver à sortir ces cartes-là. Vous avez vu la présentation de l'ONU. Ces cartes sont des cartes biométriques sécurisées. C'est même, selon les dits, même aujourd'hui, on a dépassé le niveau de sécurité dédié aux documents actuels qui sortent. Voilà, donc pour moi, c'est déjà... C'est un spécimen de la carte. De la carte. Et quelles sont les conditions donc, communes pour prétendre à cette carte? Alors, les conditions communes sont... Il faut faire une demande, il faut lancer un formulaire, il faut nous envoyer un curriculum vitae, il faut avoir payé 10 000 francs comme frais... comme frais d'acquisition, et puis il faut une attestation
d'appartenance à une filière culturelle. Ça, c'est les conditions communes. Après, il y a des conditions spécifiques par rapport à chaque filière. Par exemple, quand on prend la musique, où les gens veulent bien savoir, il faut avoir déjà fait 2 albums qui sont enregistrés à BBDA. Pourquoi 2 albums? Non, c'est les textes qui le disent. C'est-à-dire au moins 2 albums qui sont déjà référencés à BBDA. C'est pas un accident. Voilà, oui, mais il peut arriver qu'avec un album, par exemple, on connaisse un gros succès. Mais on parle d'artistes professionnels, on ne parle pas d'artistes à succès. On parle d'artistes qui vivent de ces arts. Donc, voilà, il faut déjà ces conditions. Donc, avoir les deux, être à BBDA, avoir une carte BBDA qui certifie également qu'on a fait ça, ou bien avoir des diplômes issus d'une école professionnelle. Voilà, qui dit que voyez, là, vous avez suivi un parcours, ou des attestations délivrées par une institution sérieuse, ou des contrats de prestation sur plusieurs ces années qui prouvent que bon, vous vivez que de ça. Mais pourquoi ne pas prendre carrément le fichier du BBDA? Non, le fichier de BBDA, aujourd'hui, ce que j'aime prendre comme exemple, mon fils a fait un CD, mais il n'est pas artiste professionnel. Il peut prétendre à la carte BBDA. Parce que tout créateur qui déclare ses œuvres à BBDA peut avoir une carte BBDA. Mais tout artiste qui déclare n'est pas forcément un professionnel. Si vous prenez, il y a des jeunes, il est inspiré, il peut faire un truc, il ne peut pas aller prétendre pour dire que lui, il vit de son seul élément qu'il a réussi à BBDA. C'est ça la différence entre nous. Alors que nous, on s'adresse spécifiquement aux professionnels, c'est-à-dire les gars, quand ils s'élèvent, c'est-à-dire la musique, c'est sa vie. Il vit, il tire toutes ses ressources de là-bas. Voilà, donc c'est ça la différence. Quand vous prenez quelqu'un qui fait dans les arts plastiques, parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a les arts plastiques. Il y a la littérature, il y a la danse, il y a la danse, il y a les arts de la scène, il y a les théâtres. Donc, des gens qui vivent de les arts, il faut qu'on puisse un jour reconnaître que c'est un métier, ce qu'ils font, et qu'à partir de là, ils ont droit à une carte professionnelle. La carte professionnelle, c'est de faciliter et de permettre la reconnaissance du porteur ou du détenteur de la carte comme étant un professionnel de la filière. Voilà, en voyant les spécimens qu'on nous a présentés tout à l'heure, il y a un détail qui attire l'attention, c'est la présence au dos de cette carte-là du groupe sanguin de l'artiste en question. Qu'est-ce qui justifie justement la présence de cette information? Est-ce que c'est des prémices par rapport à une future installation ou mise en place d'une mutuelle de santé au bénéfice des artistes? Non, la mutuelle de santé ne va pas être spécifiquement dédiée qu'aux professionnels. C'est-à-dire qu'on fait la mutuelle, artistes professionnels ou non professionnels pourront avoir accès à ça. Mais on met vraiment le groupe sanguin pour qu'au cas où l'intéressé se retrouverait vraiment dans des problèmes un jour, comme c'est la pièce qui justifie aussi qui justifie son identité, au moins si on donne ce premier élément du groupe sanguin, ça peut aider, ça peut le sauver un jour. Peut-être qu'il peut avoir besoin du sang en urgence, si on sait quel groupe sanguin est là, ça peut faciliter cette transaction médicale, et c'est dans cette optique-là. Sinon, ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous venez de dire là, mais la mutuelle de santé reste un projet, puisqu'on a fini maintenant la carte prochaine de santé. C'est un sujet qu'on va attaquer pour qu'elle puisse être mise en place. Parce qu'aujourd'hui, c'était ma question, c'était ma question, parce que devient la mutuelle portée par Fat Lion, et qui depuis là avait quand même quelques difficultés, même au niveau des cotisations des artistes. Non, je pense que le projet tel que présenté actuellement ne trouve pas beaucoup d'adhésion, parce que je pense qu'il faut revoir la présentation. Il faut reformuler la présentation. Il faut créer carrément une autre instance où on a une partie technique qui s'occupe des questions techniques, où on a un conseil d'administration qui est élargi à d'autres partenaires, c'est-à-dire au ministère de la Culture, à BBDA, aux représentants des artistes, aux sociétés d'assurance. Il faut vraiment ça pour qu'on puisse avoir une structure stable. Je pense que comme les gens le présentent comme étant l'affaire de Fat Lion, on pense que c'est une affaire privée. C'est-à-dire, c'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas y aller, parce que bon, une affaire privée, je ne vais pas les rentrer là-dedans. Mais si on montre aux gens que ce n'est pas une affaire privée et que c'est du sérieux, que tout ce qui est instances culturelles sont représentées à l'intérieur et que la gestion va être une gestion saine où tout le monde
peut venir consulter la gestion. Pour moi, tout on est à l'aise. Mais on va travailler pour aller dans ce sens-là. Et je pense que déjà avec les premières autorités qui sont très sensibles à ça, ils ont promis de nous accompagner dans cette logique-là. Et on va y arriver dans les prochains jours. On sait que c'est très tôt pour faire un bilan, mais les premiers qui ont bénéficié depuis le début de ces cartes-là, est-ce qu'il y a eu un retour par rapport à ça? C'est vrai que ça peut, à long terme, justement, permettre certaines facilités pour les formalités de voyage, par exemple, en tant qu'artiste. Mais avant qu'on puisse avoir la possibilité de pouvoir vérifier tous ces bénéfices-là, est-ce qu'il y a déjà des retours positifs de la part de ceux qui ont bénéficié des cartes? Non, je pense que déjà à la délivrance de la carte, vous avez vu qu'on a quand même invité l'ambassadeur des États-Unis, de la France, qui était très bien représenté. Déjà, c'est une information qu'on donne. On avait invité aussi les représentants de l'Union européenne. C'est une information qu'on donne pour dire, bon, les artistes professionnels ont désormais les cartes. C'est des cartes biométriques sécurisées. Quand quelqu'un est détenteur, c'est que la personne a prouvé qu'il était vraiment artiste et que pour ces gens-là aussi derrière, il faut qu'on facilite la délivrance éventuellement de visa quand ils ont besoin pour aller faire leurs prestations à l'étranger. Parce que la mobilité des artistes reste aujourd'hui une véritable préoccupation. Au-delà de ça, je peux vous dire que les artistes sont fiers de posséder leurs cartes. C'est la première fois que les gars est reconnu comme un travailleur avec une carte professionnelle d'artiste. C'est la première fois et les gars ils sont fiers de les cartes. Il y en a qui sont fiers de le posséder, de le dire que j'ai eu ma carte professionnelle. Ça c'est vraiment important. C'est ça aussi qu'on recherchait. Au-delà du fait que la carte va contribuer à faciliter la structuration, à faciliter un certain nombre de choses, c'est-à-dire, mais déjà pour l'artiste c'est un sentiment personnel. C'est-à-dire quelqu'un qui n'existait pas, pratiquement pas professionnellement aujourd'hui, qui existe avec une justification de l'exercice d'une profession bien définie. Je pense que c'est un grand pas qu'on a fait. Je vois en termes d'avantages liés donc à la détention de la carte, ça permet d'établir certains documents officiels, de bénéficier de conditions spécifiques d'imposition et de couverture sociale applicables au secteur de la culture. Déjà au niveau de l'imposition, nous sommes à quel niveau? Non, au niveau de l'imposition, vous avez vu un peu tous les débats qu'il y a eu sur BPDA. C'est pour ça que quand vous avez interpellé notre ami Moussa Sergent sur le premier gars, il n'a pas dit, il était aussi content parce que c'est tous ces dérapages-là qui ont fait qu'aujourd'hui les fiscs s'intéressent à ça. C'est-à-dire, voilà. Mais c'est vrai qu'on travaille pour structurer. Si on travaille pour structurer, il faudra aussi que lorsqu'il y a structuration et qu'il y a augmentation de revenus, il faut que les gens contribuent à l'assiette fiscale pour faciliter aussi le fonctionnement de notre pays. Voilà, il ne faudra pas que les artistes, ils se disent, nous on gagne et puis c'est pour nous seuls le tout et tout. On a un pays qu'on aime bien, qui doit pouvoir évoluer, qui doit avancer. Mais pour que ça avance, il faut de l'argent, il faut des recettes quelque part. Il faut que chacun contribue à sa façon pour pouvoir le faire. Mais oui, des négociations seront entreprises, sont en cours. Mais déjà, il y a au niveau fiscal, les artistes, quand ils vont créer les entreprises, il faut qu'ils aient le réflexe de demander du flux culturel. S'ils demandent déjà du flux culturel, ça facilite énormément les choses. Mais quand ils vont prendre les mêmes UFU que le commerce classique, là, ils sont imposés comme tel. Mais alors que si vous avez un UFU culturel, c'est-à-dire l'imposition est déjà différente. Ça, c'est déjà le premier élément. Mais comme j'ai dit, au niveau fiscal, vous savez que la loi de finances a prévu que les impôts recouvrent un certain montant au titre de l'exercice 2021. C'est clair que ils travailleront aussi pour pouvoir avoir une part pour renforcer la société fiscale. Pourquoi vous n'êtes pas allé d'abord à chercher à régler cette question d'imposition, cette question de mutuelle et de cotisation avant de pouvoir délivrer les cartes? Parce que finalement, celui qui détient les cartes, il ne bénéficie pas des avantages. Ce n'est pas la seule condition. Non, ce n'est pas la seule condition. Et les conditions ne sont pas liées. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, il y a une loi qui existe déjà. C'est-à-dire, pour qu'on y arrive, c'est-à-dire, c'est de travailler avec les impôts, la direction générale des impôts, pour qu'on puisse ensemble prévoir dans les lois, modifier les lois qui existent déjà pour prendre en compte cela. Sinon, ils ne peuvent pas tout de suite le faire. Pour ce qui concerne la CNSS, par exemple, il y a des choses, quand on préparait ces dossiers, il y a peut-être 15 ans en arrière, la déclaration volontaire n'existait pas. Mais aujourd'hui, la déclaration volontaire existe. Donc, sur cette question-là, on ne peut plus aller parce que c'est déjà réglé. Mais par contre, on a dit au niveau des artistes,
s'il y a déclaration volontaire, il n'y a pas prestation familiale liée à la déclaration. Ce côté-là, il faut qu'on négocie avec eux pour voir est-ce que les artistes qui seront déclarés pourront bénéficier des prestations sociales. Voilà la négociation. Mais même ça, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il faut attendre la relecture de la loi pour pouvoir prendre en compte cette décision. Donc à ce jour, celui qui détient la carte, il bénéficie de quoi concrètement? Non, mais il bénéficie déjà au niveau de la structuration, il est pris en compte. Au niveau d'un certain nombre de projets, de demandes où il est déjà pris en compte. Même personnellement, pour lui déjà, c'est un avantage. Mais après, comme j'ai dit, c'est tout ce qui est prestation, c'est tout ce qui est privé ou public, c'est-à-dire on tiendra compte de cela. Oui, mais même au niveau des demandes, au niveau des ministères aujourd'hui, bon, c'est des choses qui vont désormais commencer à être regardées. Est-ce que vous avez une carte professionnelle? Est-ce que au niveau il y a un avantage qui me gêne. On dit que ça permet d'obtenir des facilités d'accès aux activités culturelles nationales, État, privé. Pour des prestations? Mais oui, normalement, pour des prestations, un professionnel qui vient, bon, on doit pouvoir lui permettre de on doit tenir compte du talent. C'est le talent qui doit primer et non la possession d'une carte. C'est-à-dire quand on dit d'avoir accès, vous voulez rentrer au stade lors d'un concert par exemple, et rentrer par un privé, si vous présentez votre carte, vous voulez rentrer. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas lié aux prestations. Non, c'est pas lié à la prestation. Non. Est-ce qu'il y a talent égal des artistes qui ont le même talent, qui jouent dans le même registre, s'ils proposent des dossiers pour être retenus lors d'une manifestation publique nationale, est-ce que celui qui détient la carte va avoir l'avantage par rapport à celui qui n'en détiendrait pas? Non, pas. Moi, après ça, c'est des questions qui dépendent de ceux qui organisent. Moi, je ne peux plus rentrer là-dedans. C'est-à-dire, ce n'est pas, aujourd'hui, on n'a pas dit si tu as la carte, d'office, on va te choisir. Mais j'ai besoin de toi pour faire une prestation, je vais te chercher. La carte n'a absolument rien à voir là-dedans. Voilà. Après, les négociations entre les artistes, ça n'a absolument rien à voir. La carte te permet d'avoir un certain nombre d'avantages, mais pour aller faire tes prestations, pour choisir des artistes pour jouer, non, ça, la carte ne peut pas interférer là. Mais les artistes fonctionnaires n'ont pas droit à la carte professionnelle d'artiste. Et on a longtemps fait des débats autour. Qu'est-ce qui est finalement prévu pour eux? Non, je voulais déjà dire que ces artistes professionnels sont une fierté pour nous. C'est des gens qui apportent leur contribution à l'essor culturel. Ils font énormément un grand boulot pour le secteur de la culture. Et à ce titre-là, personnellement, j'approuve et j'encourage ce qu'ils font parce que pour moi, c'est une bonne chose. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un dossier qui est porté par une réglementation, par une loi. Alors, la loi dit que les artistes, c'est pour ça que je vous ai dit au début que pour pouvoir faire sortir l'arrêté, l'arrêté pour la délivrance, c'est co-signé par le ministre de la fonction publique et le ministre de la culture. Il ne faut pas que les artistes fonctionnaires pensent que c'est moi ou c'est la commission qui refuse de leur donner la carte. Non, nous on ne refuse pas. Mais la loi est claire, elle est la loi et restera la loi. C'est-à-dire maintenant, s'ils veulent vraiment, c'est peut-être de voir avec leur ministre de tutelle, si on leur donne l'autorisation pour avoir cette carte-là, nous on va délivrer. L'artiste fonctionnaire qui va amener une autorisation du ministre de la fonction publique disant de lui donner une carte, nous on délivrera. Parce que c'est eux qui ont signé l'arrêté conjoint. Voilà. Et vous voyez, la loi 084 de la fonction publique est claire là-dessus. Quand vous lisez l'article 8 de cette loi, elle est claire. Un artiste, un fonctionnaire, tu dois consacrer le temps qu'il faut pour ton travail. On a dit à titre exceptionnel, on peut te permettre de faire un certain nombre d'activités. Même quand ça passe au stade professionnel, regardez dans la même loi, on dit pour ceux qui font des activités agro-silvopastorales, c'est-à-dire ils peuvent le faire sauf passer à l'industrialisation. Ça veut dire que dès que vous commencez à en faire une profession, c'est-à-dire là on te dit non, tu ne peux plus le faire. Donc moi je dis, si ils ont l'autorisation de leur ministre pour avoir cette carte, nous on va donner. Mais souvent ils invoquent le domaine du sport où on peut
être fonctionnaire et puis avoir sa carte de footballeur? Bon, c'est pas le même, c'est pas la même chose. Les lois ne sont pas les mêmes. Les décrets ou les arrêtés ne sont pas les mêmes. Nous, on a un arrêté qui dit clairement ce qu'il faut faire. Si moi je ne respecte pas ça, c'est comme si j'ai brûlé la loi. Je ne peux pas brûler cette loi, c'est la République. Vous voyez. Mais j'ai dit les jours où ils se retrouvent en groupe, ils font un plaidoyer au niveau de leur ministre qui autorise qu'on puisse leur donner des cartes. Ça veut dire qu'ils auront 2 professions. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils auront 2 professions et qu'ils ne seront pas aussi tenus d'être présents sur leur lieu de travail. Pour ce qui concerne les activités de la fonction publique, nous, on n'a aucun problème avec ça. Sinon, nous, on ne refuse pas de donner. Mais l'arrêté conjoint ne permet pas qu'on donne. Ils peuvent l'avoir s'ils ont l'autorisation de leur ministre de tutelle. Je pense qu'à partir de ce moment-là, nous, on va siéger et on va délivrer les cartes professionnelles d'artistes. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Et est-ce que les artistes au niveau des provinces se bousculent pour... Non, on a lancé les prochaines récoltes de demandes. On a lancé ça à partir de la semaine prochaine. Déjà avant ça, les gens se bousculaient pour pouvoir le faire parce que ce qu'on a délivré, c'était vraiment le pilote. C'est-à-dire nous-mêmes, comme c'est la première fois qu'on le dit, même en Afrique, c'est-à-dire nous c'était un pilote pour nous. C'était de voir quelles sont les difficultés, comment on fait finalement, quelles sont les décisions qu'on prend, comment on examine tous les dossiers, puisqu'on a fait une session spécifique pour pouvoir délivrer ces cartes-là. Il y en a qui ont envoyé des dossiers qui ne répondaient pas, on a rejeté. Parce qu'ils ne sont pas des artistes professionnels. Ou ceux qui ont des dossiers incomplets, on va rejeter. Mais on a dit qu'il faut que l'artiste professionnel soit fier de posséder sa carte. Donc on ne va pas s'amuser avec ça. Voilà. Celui qui fait une fausse déclaration, si on se rend compte, on suspend ta carte. Je vois qu'il y a des sanctions. Il y a des sanctions, voilà. C'est pour ça qu'il dit les fausses déclarations seront sanctionnées. C'est-à-dire si tu induis le comité en erreur, on découvre après que bon, tu nous as trompé, bon, on va décider, on va faire par note signé par le ministre de la Culture, décider de suspendre la carte aussi. Bien sûr, il y a une date de validité et il n'y a pas de condition de renouvellement systématique si je ne me trompe pas. Si, il y a une date de validité. La carte est valable 5 ans. Si ça arrive à l'expiration, il faut faire une demande et puis il faut faire il faut les mêmes pièces Non, on ne dépose plus. Vous faites une copie de l'ancienne pièce, ensuite vous payez les droits de confection, on délivre la carte. On va parler d'un autre sujet, c'est la SNC, parce que vous êtes le président du comité d'organisation de la SNC, mais qui n'a pas eu lieu. Il y a une phase d'indemnisation, c'est la deuxième phase. Oui, non, pas une phase d'indemnisation, une phase de remboursement. Voilà, des gens qui avaient souscrit au stand lors de la Semaine nationale de la culture qui a été annulée. Ils avaient pris des stands, ils avaient payé leurs frais, il faut qu'on rembourse. Voilà, c'est cette deuxième phase-là de remboursement, parce qu'il y en a qui n'avaient pas pu prendre leur argent. Donc aujourd'hui, on relance une deuxième phase pour que ceux qui n'ont pas pu puissent passer dans les cadres du ministère de la Culture, c'est-à-dire notamment les services de comptabilité. Et ça se passe comment concrètement? Non, il faut venir avec les quittances. Vous venez avec les quittances, avec la bourse CNIB. À partir de ce moment-là, on vous enregistre et puis bon, vous font des ordres de paiement et puis on vous rembourse votre argent. Outre ceux qui ont payé pour les stands, est-ce que les artistes qui ont postulé dans les différentes catégories, je prends par exemple le jeu pénal ou en littérature, les gens ont déployé les jeux, qu'est-ce qui est fait pour est-ce que c'est prévu un remboursement ou bien systématiquement c'est renvoyé à la prochaine édition? Non, dans les discussions qu'on a eues avec les nouvelles autorités, notamment avec la ministre de la Culture, c'est-à-dire la 20e édition est reportée en 2022. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tout ce qui était qualifié pour la phase pour 2020 sont reconduits en 2022. Donc les artistes, les troupes qui ont déjà pressé, qui sont retenus, seront reconduits en 2022. C'est eux qu'on va reconduire. Parce que si on passait la 20e édition à la 21e édition, c'est-à-dire qu'il fallait tout recommencer à zéro. Puisque la 20e édition n'a pas eu lieu, et c'est cette 20e édition qu'on va célébrer, et qu'il y a déjà des sélections pour cette même édition, donc on ne pouvait pas se permettre. Ça allait faire un doublon. Ça allait faire énormément de, ça allait même créer énormément de soucis avec les artistes, parce que vous ne changez pas d'édition, nous qui sommes qualifiés, on n'a pas pressé, c'est-à-dire vous changez, ça allait poser problème. Mais il y aura un travail qu'on est en train de faire
des mesures d'accompagnement pour permettre aux gens de reprendre les répétitions. On va rencontrer les responsables pour voir si toutes les troupes encore existent, est-ce qu'ils peuvent reprendre les entraînements. On va faciliter un certain nombre de choses pour pouvoir permettre la reprise, les préparatifs pour la 20e édition en 2022. Oui, les dates sont plus ou moins connues. Je crois que c'est du 24 au 1er ou 2 mars ou 2 avril 2022, je crois. C'est à peu près, mais ce n'est pas une date officielle parce que le Conseil des ministres n'a pas encore validé, mais c'est toujours dans la même fourchette. Mais la formule sera pareille ou il y aura des aménagements? Non, mais on va travailler pour donner encore une SNC meilleure que les SNC passées. Je ne dis pas que ce qui est passé n'était pas bien, mais ce que je vais dire, on a eu plus de temps aujourd'hui pour préparer, on aura plus de temps pour préparer ces SNC. Les artistes savent qu'ils sont déjà qualifiés pour depuis au moins 2 ans. Ils ont eu aussi le temps de se préparer. Donc, il me dit que le niveau des prestations va être élevé. Et puis, bon, l'organisation sera aussi aguerrie. L'organisation, notamment les questions de logement, parce que c'est récurrent. Hein. Non, les questions de logement, on avait déjà réglé ça. On a dit qu'aucun artiste ne va dormir dans une école. Ça, c'était acté. Hein. C'est-à-dire on a prévu des logements décents aux artistes. Le transport? Le transport était aussi bien assuré parce qu'avant, les gens partaient avec des bus qui tombaient en panne. Aujourd'hui, on avait un prestataire qui avait été sélectionné pour aller chercher les artistes et les ramener directement à Bobo. Pour ce qui concerne la mobilité des artistes à l'intérieur de la ville, le travail devait se faire avec Sotraco, qui est une société bien reconnue. Donc, voilà. Donc le programme était vraiment bien fait pour faciliter le travail et pour remettre la dignité des artistes parce que il faut, ces artistes qui viennent, ils quittent leur maison pour venir se retrouver dans des conditions très difficiles. Souvent, il n'y a même pas de toilettes. Humainement, c'est très dur. Donc, il faut qu'on travaille pour corriger tout ça. C'est pour ça... ils seront logés dans les hôtels? Ils ne seront pas logés dans les hôtels, mais ils seront logés dans notre scénario. Vous savez, le stade Saint-Louis-la-Misana à Bobo a des dortoirs. Ils ont presque 800 dortoirs là-bas. Okay. Donc ces 800 dortoirs, on les payait pour que les artistes puissent dormir là-bas. Deuxièmement, les maisons de Bobo 2010, c'est-à-dire les maisons qui sont construites par les gens lors du cinquantenaire de la célébration de l'indépendance, ces maisons sont abandonnées, il y a des privés qui les ont pris pour aménager et tout. On louait une partie de ces villas-là pour loger les artistes là-dedans et vraiment, c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment dans les meilleures conditions. En attendant l'effectivité de la cité de l'artiste, prévue depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. Oui, la cité de l'artiste est prévue depuis fort longtemps, mais c'est j'ai regardé le projet, c'est un très gros projet. Je crois qu'il doit nécessiter la mobilisation de 7 milliards de francs CFA. C'est un projet qui est ambitieux, mais qui est réaliste. Si on arrive à le faire, je pense que la mobilisation des ressources pour cette cité-là est en cours, mais il faudra un jour qu'on y arrive. Et ça va vraiment résoudre cette question d'hébergement des artistes. Il faut qu'on mette l'artiste là où il doit être. Il faut qu'on respecte la dignité de l'artiste. Les artistes, comme je dis, ce qu'ils nous font vivre dans ce pays-là, c'est extraordinaire. J'ai écouté, quand on voit tout ce qu'ils créent aujourd'hui, c'est cette ambiance-là qui nous permet de tenir. Ils contribuent à notre résilience, mais mettons-les dans les conditions qu'il faut, il faut les prendre au sérieux. D'accord. Voilà. Merci bien, M. Thierry Milogo, président de la Commission nationale des arts. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Et on lance encore l'appel aux artistes de s'inscrire, de faire des demandes pour la carte professionnelle d'artiste. Oui, je vais préciser. C'est ouvert encore pour Ouaga et Bobo. Parce qu'il y a un travail qu'il faut faire avec les DR des autres régions pour faciliter la réception des cartes. Donc, bientôt, les équipes vont sortir pour aller travailler avec certains DR sur les conditions de réception des dossiers. Parce que, comme je dis, si on ne fait pas ce travail, les gens vont envoyer leurs dossiers, ça ne remplira pas les conditions, on va les recevoir, ils vont nous envoyer, on va rejeter. Donc, il faut qu'on forme les équipes qui doivent recevoir dans les régions pour recevoir les dossiers. Comme ça filtre déjà et ça va nous faciliter le travail. Merci bien, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles et pour le décryptage de l'actualité culturelle. Merci bien. Merci Ciao. à vous. Merci.